De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour de Strasbourg et d'ailleurs, l'émission hebdomadaire du CRE sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg. Aujourd'hui, pour la seconde émission du mois septembre, nous avons à la technique fait Mathilde, qu'on ne vous présente pas. Bonjour Mathilde. Bonjour Regina. Et pour nos chroniques hebdomadaires, infatigable Eric. Bonjour Eric. Oui, infatigable, faut pas exagérer non plus, hein. Mais bonjour quand même. Et au micro, à mes côtés, tout au long de l'émission, le docteur Diasso qui fait sa rentrée. Bonjour docteur Diasso. Et vous avez bien sûr reconnu la voix de Regina. Bonjour Regina. C'est en quelque sorte la rentrée sur les zones pour nous deux, puisqu'on n'était pas là lors de la première. Et voilà, j'espère que ça se passe bien pour toi. Quant à la véritable rentrée des classes que je sous-entends que tu évoques, en ce qui me concerne, c'était il y a une semaine et c'était du côté de Colmar. Par ailleurs, j'étais présente l'émission dernière à côté de Mathilde. Ah bah d'accord. Autant pour moi. Oui. Eh bien, ce n'est pas la porte à côté, Colmar. Et tes étudiants sont-ils sages? La ville de Colmar aime autant ses étudiants que Strasbourg. Je vois que tu fais référence à l'initiative portée par la ville de l'Eurométropole. Strasbourg aime ses étudiants. Initiative qui vise à promouvoir la place des étudiants dans la ville. Donc Strasbourg aime ses étudiants. C'est un bon slogan, certes, mais l'inverse est-il vrai? Est-ce que les étudiants aiment Strasbourg? À quelles difficultés sont confrontés les étudiants à Strasbourg et quelles sont les actions entreprises pour améliorer leur accueil sur le territoire? Telle est la thématique de notre émission de ce dimanche. Nous évoquerons tout particulièrement le problème du logement étudiant. Et quelle est la réalité du logement étudiant à l'échelle nationale et surtout à Strasbourg? Quelles sont les principales difficultés pour ceux qui ont la chance de bénéficier de places en cité universitaire? Comment s'organise la vie dans les résidences? Quel soutien l'État et la ville apportent aux étudiants et quel rôle jouent les associations étudiantes? Pour répondre à ces questions, pour vous éclairer de leurs témoignages ou prodiguer des conseils aux étudiants primo-arrivants, nous recevons sur ce plateau Maxime, Robin, Frédéric et Josué. Ils vous se présenteront tout à l'heure. Ils sont engagés dans différentes structures, que ce soit les conseils de résidence universitaires, les associations ou voire des syndicats. Mais ils sont surtout avant tout installés à Strasbourg depuis quelques années et à ce titre, ils ont une expérience qu'ils peuvent partager avec nos auditeurs. Pendant qu'ils s'installent, coupure musicale s'impose. Mathilde, que proposes-tu? Alors, je suis bien embêtée parce que j'ai choisi un groupe que je suis pas sûre de pouvoir prononcer correctement. C'est un groupe slovaque. Allez, je me lance. Ça s'appelle Družstvo Pesnikov. Enfin, a priori, ça doit être un truc comme ça. On te fait confiance pour la prononciation. Ouais, mais tu as tort, Bref. Dans tous les cas, c'est une chanson qui s'appelle Godeamus Igitur. C'est un hymne étudiant, justement, qui a été créé au XVIIIe siècle, qui n'est pas tellement connu en France, mais qui est assez célèbre dans plusieurs pays. Donc, on écoute cet hymne. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, émission du Conseil des résidents étrangers sur RBS 91.9. Nous traitons, je vous rappelle, le logement étudiant et pendant que nos invités terminent de s'installer, écoutons notre chroniqueur Eric. Oui, d'accord. Mais du coup, moi, je vais parler de toute façon du logement. Et souvent, quand on parle de se loger, on pense juste à la recherche d'un abri, d'un point de chute doté d'un minimum de confort moderne. Grosso modo, un endroit où on va se coucher, on se couche le soir, on se lève le matin, de temps en temps, on va faire manger. Un peu plus peut-être que le minimum de confort selon les moyens. Mais en fait, si on y réfléchit un tout petit peu, ça va beaucoup plus loin que ça. On fait pas que loger quelque part, on y vit aussi. Alors le fait d'habiter quelque part implique d'être dans un environnement particulier qui nourrit notre expérience et participe à notre construction et participe aussi à notre évolution.
Pour montrer ça, je vais utiliser ma propre histoire à travers les déménagements que j'ai pu faire. Alors, il ne s'agit pas de satisfaire un ego surdimensionné, mais bien d'illustrer cette question par une seule expérience, la seule que je maîtrise un peu, et dont j'ai une vision à peu près globale, c'est-à-dire la mienne. Voilà. Alors, pour ma part, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Ellert. Alors, si vous connaissez pas, c'est normal, c'est dans la commune de Dabo. Donc, si vous connaissez pas, là encore, c'est normal. Donc, c'est dans le canton de Phalsbourg, en Moselle. Ah. Voilà, c'est juste à la frontière, c'est près de Saverne, juste à côté de Saverne. Le village, donc comme je le disais, c'est normal si vous le connaissez pas, c'est un village de à peu près 500 habitants. Dans une commune, on va dire de 2000 habitants à peu près, constituée de plusieurs villages, en haut d'une colline, enfin d'une grande colline, d'une montagne, et complètement entouré de forêts. Alors c'est un village qui est composé de gens qui se connaissent, des gens qui se connaissent au fil des générations. Alors les enfants, les parents, les grands-parents, ils se connaissent parce qu'ils sont allés à l'école tous ensemble. C'est essentiellement des prolétaires. Ils travaillent ou elles travaillent aussi dans les mêmes usines ou sur les mêmes chantiers et s'arrangent pour remplir à 5 une même voiture pour aller au travail. Bref, c'est un milieu de manuels qui ont eux aussi grandi à côté d'une forêt qui est un formidable terrain de jeu. Et vraiment une corne d'abondance dans laquelle les riverains puisent à peu près raisonnablement. Alors j'ai appris à faire du bois, à faire des cabanes, à reconnaître les baies, les plantes, les champignons, où et quand ramasser, glaner, ramasser, cueillir. On a passé beaucoup de temps entre les gamins dehors en autonomie, avec les avantages de l'autonomie, c'est-à-dire l'exercice, le grand air, la camaraderie, les désavantages aussi, les bagarres, les bobos, les kilomètres à parcourir en forêt, les intempéries. Et puis après tout ce temps-là, je suis arrivé en ville pour mes études à Strasbourg. Et pour moi, c'était un nouveau monde à découvrir. Alors d'abord dans un foyer d'étudiants, avec son propre bar en plus, ses propres codes. Ça a été un vrai changement de milieu qui m'a permis, moi, de m'ouvrir vers les autres, y compris celles et ceux qui sont complètement différents de moi. Alors oui, dans le patelin dont je parlais, il n'y avait pas beaucoup de noirs, il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, la personne dont la peau était le plus sombre, c'était celui qui avait passé le plus de temps au soleil, quoi. Voilà, on se retrouvait un peu entre blancs. Et dans ce foyer, justement, j'ai vraiment découvert la multiculturalité, ce qui m'a nourri. Et c'est des rencontres qui étaient vraiment possibles parce que dans l'établissement dans lequel j'étais, la différence était accueillie et elle était même cultivée. C'est-à-dire, il n'y avait pas de stigmatisation des personnes par rapport à leurs différences. Et puis après, la vie professionnelle, ça m'a fait voyager de quartier en quartier à Strasbourg. Alors, il y a le quartier Gare, le Neudorf, le centre, l'Esplanade. Des quartiers qui ont leur propre personnalité à chaque fois et desquels j'ai pu tirer pas mal de choses. Il y a aussi différentes villes. Alors, en Alsace, il y a eu Célestat. Il y a eu en France. J'ai fait tout le secteur minier dans les environs de Forbach. J'ai aussi été plus dans la région parisienne à Troyes. Et j'ai aussi habité pendant un temps à Saint-Nazaire. Alors du coup, c'est comme une ville que je vous conseille. C'est pas très touristique, il n'y a pas de monuments, à part une base de sous-marins, de vieux sous-marins allemands, qui est un espèce de gros bloc de béton. Mais il y a un truc que je vous conseille quand même de faire, c'est de fréquenter les bars à Saint-Nazaire, et plutôt les bars populaires que les bars lounge ou les lieux bien huppés. Parce que j'ai vécu ça. Saint-Nazaire, c'est un port commercial international. Des grands navires, des transporteurs de grosses caisses là qui débarquent tout le temps. Et du coup, quand on fait les bars, moi j'ai passé des soirées de malades avec des Écossais, des Péruviens, des Guadeloupéens, des Russes. On a des Argentins aussi, des Écossais. Enfin, on arrive à peu près à se comprendre en baragouinant une espèce d'anglais et en agitant un peu les bras dans tous les sens pour se comprendre. Ce qu'on appelle le langage universel des gestes. On arrive à avoir des discussions assez sympas comme ça. Et moi, ça m'a vraiment donné l'impression de faire le tour du monde parce qu'on pouvait aussi échanger et parler de leur pays aussi à chaque fois. Bon, par contre, je suis toujours obligé de réfléchir une grosse poignée de secondes quand on me demande d'où je viens. C'est une question qui a l'air anodine, mais qui dissimule de vraies difficultés et des sous-entendus plus ou moins suspicieux. Si maintenant on me le demandait, j'aurais le choix entre là d'où je viens immédiatement, de tel lieu dans la ville, ou de là où j'habite, l'Esplanade, ou de là où j'ai grandi, le petit village dont je parlais, de là où je me sens
J'ai un sentiment d'appartenance. Alors c'est selon mon humeur, le village, Strasbourg, la France, voire même au-delà d'où viennent certains de mes ancêtres dans les fjords norvégiens. Et même au-delà de mon humeur, je cherche surtout à anticiper ce que mon interlocuteur cherche à savoir, ce que je suis prêt à lui dévoiler ou les demi-vérités que je suis prêt à diffuser. Alors sous des dehors anodins, demander d'où tu viens ou d'où vous venez revient à demander mais t'es qui toi ? C'est une question un peu trop complexe pour donner une réponse simple. Je viens de ce petit patelin entouré de forêts, j'ai grandi, j'ai incorporé un certain nombre de valeurs. Je viens de Strasbourg parce que je m'y suis formé au cosmopolitisme. Je viens de toutes ces villes en France parce qu'elles m'ont permis de ne pas être dans une vision univoque de mes concitoyens. Et encore, en tant que Français blanc, je peux me dispenser de soupçons discriminatoires et racistes. En effet, et c'est dommageable, de plus en plus le d'où tu viens cache plutôt un qu'est-ce que tu fais là. Merci Eric, merci. Très belle chronique. Nous savons désormais d'où tu viens, qui tu es, en tout cas un peu plus. Et nous saurons tous de nos invités présents ici sur ce plateau. Dans quelques instants, nous entrons dans le vif du sujet avec Maxime et Frédéric. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Bonjour, moi je m'appelle Frédéric Tenden, donc je suis étudiant à Strasbourg, je suis en 4e année de thèse et je travaille sur les questions de sciences de l'information et de la communication. Bonjour, Maxime, étudiant communiste, je suis actuellement en licence d'histoire, en 2e année. Vous êtes donc à Strasbourg depuis quelque temps. Que vous inspire le slogan « Strasbourg aime ses étudiants » ? C'est la question aussi bien pour Frédéric et Maxime. Strasbourg aime ses étudiants. Premièrement, on voit très bien que c'est de la communication de la ville. Parce que Strasbourg aime ses étudiants, oui ou non, on se demande quels étudiants sont aimés par Strasbourg. On voit la construction de logements universitaires qui sont pas forcément de l'essor du Crous, donc des logements privés, qui atteignent parfois des loyers assez mirobolants. Donc on se demande Strasbourg aime quels étudiants. Les étudiants qui étudient quoi, puisqu'on voit qu'il y a aussi des secteurs qui sont privilégiés aujourd'hui. Donc Strasbourg aime ses étudiants. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine qualité de vie à Strasbourg, il y a des choses sympas à faire. Mais quand on n'a pas d'argent pour les faire, quand on n'a pas d'argent pour se loger, c'est plutôt le TER de faire Célestat Strasbourg qui va aimer les étudiants. Voilà, donc Strasbourg aime ses étudiants. C'est vrai que moi quand je suis arrivé, que j'ai vu ça, je me suis dit cool, Strasbourg fait des choses pour nous, mais en fait on se rend compte que faudrait peut-être que Monsieur Ries repense sa communication au niveau des étudiants, puisqu'on voit que derrière il y a rien, puisque nous derrière on a plein d'étudiants qui viennent nous raconter leurs soucis. Il y a des soucis qui sont quand même assez durs, des étudiants qui arrivent pas à finir le mois avec quelque chose dans le frigo. Je tiens aussi à saluer le travail de l'UNEF qui fait un travail formidable au niveau des étudiants qui se retrouvent aujourd'hui SDF. Donc ça serait bien aussi que l'UNISTRA réfléchisse un peu, qu'on recrute des assistantes sociales et que Monsieur Deneken fasse preuve un peu de charité chrétienne puisqu'il vient de l'église, à ce que je pense. Donc pourquoi pas, c'est avoir des étudiants SDF, je pense que c'est bien aussi d'ouvrir les yeux là-dessus. Absolument, absolument. On reviendra tout à l'heure sur ces éléments un peu plus précisément. Oui, tout à fait. Moi, quand je vois généralement la file d'attente qui à côté de l'église de l'Esplanade, et je vois le nombre d'étudiants qui sont là pour attendre un repas de non-euros, je pense que le slogan mériterait d'être révisé, ou bien que le travail mériterait d'être fait de manière beaucoup plus concrète sur le terrain, parce qu'on voit tous les soirs pratiquement une file d'attente qui est très 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 importante, et on y voit les personnes de tout âge, toute couleur, toute nationalité. C'est du cosmopolite certes, mais c'est pas là où on attend ce slogan Strasbourg aime ses étudiants. D'accord, donc Strasbourg, si je comprends bien, n'aime pas forcément ses étudiants. On y reviendra tout à l'heure, ou pas tous. Mais prenons la question à l'inverse. Est-ce que les étudiants aiment Strasbourg ? Ou plus précisément, qu'est-ce que vous aimez à Strasbourg ? Moi, en tout cas, je suis arrivé en 2010 à partir de Dakar. Et quand je suis arrivé, franchement, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. C'est une ville que j'ai visitée de fond en comble. Et je pense que beaucoup d'étudiants qui arrivent d'ailleurs, juste de par la position institutionnelle de Strasbourg avec le Parlement européen, se retrouver dans une grande ville est quelque chose d'assez important à mon sens, et qui fait que voilà, les étudiants effectivement ils aiment Strasbourg, sinon ils y resteraient pas. Bon, d'autres ils sont là pour d'autres commodités, mais à mon sens les étudiants ils aiment beaucoup Strasbourg, moi y compris.
De ce que j'ai pu entendre et de mon expérience personnelle, oui, parce que j'adore Strasbourg. Je viens pas d'ici, moi, je viens de région parisienne. D'accord. Donc je viens de la capitale et j'ai gagné une autre capitale, donc la capitale européenne. C'est vrai qu'il y a une belle offre culturelle à Strasbourg. Il y a de très bons endroits pour sortir. Après, c'est comme on a dit, on revient à la question. On aime Strasbourg, mais on a envie d'y vivre. On a envie d'y vivre convenablement. C'est une ville, voilà, ça fait un peu mal au cœur de voir des gens qui adorent cette ville, mais qui ne peuvent rien y faire. C'est vrai que c'est un peu rageant quand on passe devant qu'on voit des événements sur Facebook, on voit le prix et on se dit, bah non, faut que je paye mon loyer, faut que je remplisse mon frigo et que c'est de plus en plus dur pour certains étudiants. Et on a souvent l'image de l'étudiant qui sort, qui fait la fête le jeudi soir. Malheureusement, c'est de moins en moins vrai. C'est de plus en plus des gens, qui ont les moyens. Faut pas les blâmer. C'est très bien s'ils peuvent sortir eux, mais il serait bien aussi que certains étudiants qui ont aucune aide puissent aussi un peu respirer et décompresser, parce que la fac, ou bien je pense aussi aux prépas, aux étudiants dans les milieux techniques, BTS, IUT ou encore licence pro, même au niveau des masters et doctorants, au bout d'un moment, faut décompresser, qu'on a beaucoup de travail. Et certains ne peuvent pas. On va dire que la seule activité qu'ils vont avoir pour décompresser, c'est de fumer leur cigarette le vendredi soir tout seul dans leur appartement et aller boire une bière bon marché tout seul. Enfin, il y a mieux, je pense, quand même. Voilà. En effet, la vérité sort des bouches des étudiants. C'est pas mal, ça. En France, si on regarde les chiffres globalement, il semble que seulement un tiers des étudiants vivent au domicile des parents, c'est à peu près 33%, et les 2 tiers ont recours à l'allocation. Est-on dans ces mêmes proportions à Strasbourg? Quelles sont les différentes solutions de logement pour les étudiants? Moi, je pense que quand j'ai regardé les informations globalement, au niveau national, il manque 200 000 logements pour les étudiants. Donc 200 000 logements par rapport à Strasbourg, par rapport au Crous qui a 500 logements globalement. Voir cette différence et ce gap qui permet, excusez-moi parce que vous avez d'autres chiffres effectivement, les chiffres que j'ai ne sont pas. C'est 67, 68. Donc oui, vous avez peut-être raison. Oui, et donc on citera nos sources à la fin. Voilà. Et donc du coup, on se rend compte que les logements pour les étudiants sont véritablement en manque et des informations que j'ai glanées à gauche à droite, 20% des étudiants inscrits qui viennent d'ailleurs font partie en tout cas de ce lot de personnes qui cherchent des logements et qui sont en difficulté. Et c'est des difficultés qui restent au jour. Nous, par exemple, au niveau des associations, on est sollicité à la fois par les gens qui sont ici et par les gens qui viennent du Sénégal ou qui viennent d'ailleurs, et on n'a pas de solution face à ces situations-là. Au niveau de Strasbourg, même s'il y a des possibilités de déposer des dossiers et autres, mais le Crous râlait récemment en disant qu'il recevait pratiquement 50 coups de fil en journée. Si vous faites le total jusqu'à la fin de l'année, du moins jusqu'à la fin du mois, vous êtes à 1500 appels ou dossiers à traiter. C'est quand même énorme. Et donc ça montre que la demande elle est très très forte. La question du logement elle est là. Moi l'année dernière j'ai logé des personnes, sachant qu'en tant qu'étudiant vivant avec des moyens, je dirais pas précaires, mais des moyens qui sont à la limite du temps, et que je dois en plus faire jouer la solidarité pour héberger une autre personne, c'est des questions qui sont très très difficiles à régler, et qu'à mon niveau, je pense que la solution mériterait d'être posée. Et en termes de solution, je vais pas anticiper, mais moi je vois par exemple beaucoup de logements. Si je prends juste la communauté que je connais bien, la communauté sénégalaise, il y a beaucoup de mamans qui aujourd'hui vivent seules parce que tous les enfants sont ailleurs, travaillent, sont à Paris. Cette question de colocation peut permettre intergénérationnelle. Peut permettre à des personnes effectivement d'être logées, d'avoir un logement décent, d'avoir une chambre, et puis de faire vivre cette intergénéralité entre les différentes personnes. Tout à fait. Bon, on viendra aux solutions tout à l'heure. On en est encore à l'étape du diagnostic. Est-ce que du côté de la jeunesse communiste, vous faites le même constat? Bah oui, c'est un constat alarmant. Comme j'ai pu le dire au début, on a des étudiants aujourd'hui qui sont SDF. C'est quand même assez choquant. Il manque plein de logements. Moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, ça j'ai jamais vu ça à Strasbourg, mais j'ai déjà vu des résidences Crous où plusieurs étudiants logés dans un 9 mètres carrés. Après, on va nous dire que peut-être qu'on a des goûts de luxe d'avoir peut-être une pièce pour soi seul, mais non, c'est pas des goûts de luxe, c'est aussi la décence.
Il faut aussi comprendre que oui, je pense que les gens le savent que les étudiants sont des humains et que au bout d'un moment il faut aussi un réinvestissement général de la part de l'État parce que on est les cerveaux de demain. Dans chaque filière, il y a des potentiels énormes au niveau de chaque étudiant. On a des filières d'ingénieurs qui sont très performantes en France, par exemple, et aujourd'hui, les étudiants ne sont plus aidés, ça va être un phénomène de fuite de cerveau et on va perdre de plus en plus. Donc moi c'est alarmant. Donc là c'est plutôt un constat général. Hein. Je reste de gauche, mais je pense que de gauche comme de droite, on peut se dire que les étudiants aujourd'hui c'est quand même des gens il faut préserver notre avenir et l'avenir du pays. Et c'est pas des choses qu'aujourd'hui on fait, mis à part pour certaines filières et les écoles privées, c'est-à-dire là où il y a de l'argent. Et donc c'est très dommage. Et il faut aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus alarmant. S'il n'y a pas d'investissement public dans la part de nouvelles résidences Crous, des allocations logements suffisantes pour les étudiants, et stopper aussi faire un contrôle des loyers, parce que là on voit qu'à Strasbourg c'est en train d'exploser, avec notamment des logements. Vous savez qu'aujourd'hui on loge des gens à Strasbourg qui travaillent à Paris avec la nouvelle ligne de TGV. C'est de plus en plus complexe, donc c'est-à-dire que les loyers augmentent à travers tous ces secteurs, et les étudiants au fur et à mesure ne s'y retrouvent plus, et ils sont obligés d'habiter dans des structures très anciennes où l'électricité va coûter une fortune, où les équipements sont mauvais, et ça va être de plus en plus difficile. On a des étudiants aujourd'hui le plus en plus des étudiants qui se salarient. Faut savoir que être salarié c'est la première cause d'échec en première année. Moi pour ma part j'ai été obligé de me salarier sur un contrat temps plein cette année pour pouvoir m'en sortir. Travailler 35 heures à côté de ses études, je le souhaite à personne. Donc aujourd'hui, oui, c'est un constat alarmant. Il manque des places et on a l'impression qu'il y a quand même un laisser-aller, un jeu m'en-foutisme de la part du gouvernement. Et cela est d'autant plus vrai que, par exemple, à Lille, il y a un encadrement des loyers, mais à Strasbourg, il n'y a pas d'encadrement de loyer. D'accord. Vous imaginez que un étudiant qui soit obligé de travailler pour gagner 600-700 euros et que prendre ces 600-700 euros et les remettre dans le loyer juste pour pouvoir avoir un toit décent, ça veut dire que pour manger et remplir son frigo, comme l'avait dit Maxime tout à l'heure, ça peut poser un problème. Et d'autant plus, moi je le dis encore une fois, c'est pas pour pointer du doigt, mais les étudiants étrangers sont encore beaucoup plus victimes de cette situation, parce que les autres, ils peuvent aller chez papa, chez maman, mais quand vous quittez le Sénégal, quand vous quittez le Togo, quand vous quittez le Brésil, la Chine, vous avez qui ici? Personne. Donc vous êtes obligé à la fois de travailler, de passer du temps dans votre lieu de travail pour se décarcasser, pour avoir un lieu décent, mais à la fois vouloir étudier, et ce qui fait que enfin la moyenne elle est de 10, et on dit ouf, on est passé de justesse, mais quand même on est arrivé quand même à passer avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Ouais. À vous entendre, toutes les solutions, ou en tout cas le diagnostic que vous posez concerne le parc public, donc le Crous. Pour autant, ce n'est pas la seule solution de logement à Strasbourg. Est-ce que vous avez des éléments précis sur les alternatives possibles pour un étudiant qui arrive à Strasbourg? Les alternatives au Crous, il y a les logements privés. Mais quand on voit qu'un 9 mètres carrés dans les logements privés peut attendre parfois 600-700 euros, c'est pas une alternative pour moi, c'est un scandale. Quand on voit, comme je vous ai dit, il y a les logements en ville qui sont parfois assez vétustes quand on va avoir quelque chose d'abordable. Et là, c'est les factures d'électricité qui commencent à augmenter, parce qu'on est sur des installations très vieilles, donc qui consomment beaucoup. Donc Strasbourg aussi nous parle beaucoup d'écologie. Là, faudrait peut-être refaire ces structures-là afin que les étudiants payent moins cher et que la ville pollue moins. Mais non, il y a des alternatives, mais c'est habiter plus loin. Et même habiter à Schiltigheim aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Quand on voit que Monsieur Kuttner essaie de construire partout, mais bon, il y a aucune construction qui commence à. On voit des constructions qui arrivent, mais avec des loyers qui sont pas abordables du tout. On a le projet Black Swan qui est sur la presqu'île Malraux, où les loyers c'est pour un étudiant, mais c'est impossible, hein. Il faut avoir des 499 jusqu'à 609, sans oublier j'ai noté ici les honoraires à payer, 229 euros jusqu'à 349, et l'électricité, les taxes pour les ordures, tout ça c'est à part. Oui, voilà, donc le projet Black Swan est un projet qui est fait pour des gens qui ont de l'argent. C'est dommage, parce que voilà, je pense que le Black Swan n'a pas dû coûter aussi cher, et que quelque part on va faire une image un peu
avec l'accès à l'Allemagne de Strasbourg, donc une image un peu new wave. Voilà, c'est la classe d'habiter au Black Swan, mais bon, enfin c'est des loyers exorbitants et même pour un étudiant que les parents auraient un bon salaire, moi je trouverais scandaleux. Si j'étais médecin et que mon fils me demandait un logement là-dedans, je dirais non, parce que bon, c'est de l'arnaque, quoi. C'est vrai. Il faut regarder les choses en face, quoi. Et voilà, donc et puis si c'est pour habiter de plus en plus loin de son lieu d'études, enfin ça va être quoi la solution demain? Ça va être des étudiants qui vont devoir habiter à Souffelweyersheim et très loin de leur lieu d'études et qui vont être obligés de se salarier encore, donc ils vont être voilà des temps de trajet infinis pour aller à la fac. Et puis il y a un potentiel à Strasbourg, on a les cités de l'Esplanade qui sont juste à côté du campus. Pourquoi il n'y a pas de nouvelle construction? Pourquoi il n'y a pas de rénovation? Ça serait faisable. Et non, on le fait pas parce que voilà, c'est de l'argent public, on préfère faire appel à des acteurs privés qui vont fixer des loyers parce qu'on sait que ça va être pris, parce que quand il y a une crise du logement, le logement est forcément pris, mais bon, il est pris mais pas il est pris d'une mauvaise manière parce qu'il y a un étudiant qui se ruine derrière. Et que pensez-vous? Oh, excusez-moi. Vas-y. Oui, moi je pense que par rapport aux alternatives, les étudiants eux-mêmes, ils essayent de se trouver des solutions. Si je prends par exemple la communauté africaine, vous pouvez retrouver dans une chambre des étudiants sur un moins de 9 mètres carrés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres solutions et vous pouvez pas laisser votre compatriote dans la rue sous prétexte que vous voulez vivre un certain confort. Après, il y a d'autres alternatives. Aujourd'hui, par exemple, au niveau des réseaux sociaux, il y a une façon active de rechercher des logements. Il y a aussi les syndicats qui essayent de s'activer pour essayer de trouver des logements, pour essayer de dénoncer certaines situations. Mais il faut aussi anticiper. Et je pense que aussi ça c'est une question qui est très importante. Il faut que les gens anticipent la question du logement, le remplissage de certains dossiers, même si au finish on peut se dire on l'aura ou on l'aura pas. Mais au moins qu'on n'attende pas jusqu'à la dernière minute pour faire des demandes. Oui. Quand vous dites les gens anticipent, vous pensez aux étudiants. Aux étudiants, je veux dire. Donc il y a un problème d'anticipation à traiter. À vous entendre, le gouvernement ou les villes ne font absolument rien pour les étudiants. Que pensez-vous des initiatives comme la caution locative étudiante, qui est quand même une réponse au problème que évoquait Regina tout à l'heure, la problématique du cautionnaire à trouver absolument quand on cherche un logement, que ce soit au Crous ou dans le parc privé. En fait, moi je dirais pas que ces actions marchent. Est-ce que il y a une certaine réussite ou ils sont complètement à repenser? Moi, je dirais pas, je n'utiliserai pas les mêmes termes en disant que la ville ne fait rien. Elle fait des choses. Effectivement, elles sont peut-être pas suffisantes. Elles sont peut-être pas à la hauteur des attentes de tout le monde. Et ça, il faut le constater. Mais la grande question, c'est que ces villes aujourd'hui qui ont la possibilité d'investir et qu'on trouve, par exemple, à Strasbourg, certaines zones qui sont vides, je dirais vides sur le terme de terrain non occupé, il peut y avoir quand même des initiatives pour anticiper cela. Parce que Strasbourg, c'est 50 000 étudiants connus, mais les étudiants qui sont dans le privé, si on les totalise, on est à 60 000 étudiants. Donc 60 000 étudiants veut dire forcément soit 60 000 logements ou quelque chose qui est similaire à ça. Donc il faudrait que la politique soit beaucoup plus en faveur des classes, je dirais, défavorisées, ou des personnes qui, malheureusement, n'ont pas les moyens de survivre. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez à Paul Appel, il y a beaucoup d'étudiants qui, au bout de leur 3e année au Crous, sont obligés de sortir. S'ils sortent de là, où est-ce qu'ils vont? Ils vont simplement aller chez le copain, chez la copine, parce que forcément, on peut pas les interdire, ou parce qu'ils ont tissé des relations pendant 3 ans, et au bout de quelque temps, la cohabitation n'étant plus possible, la personne se retrouve dehors, ou elle se retrouve sans alternative et est obligée en tout cas de revenir sur ses compatriotes pour pouvoir traiter la question. Donc, je dirais pas que réaction de Maxime sur la question et on essaie d'avancer sur l'émission. La caution locative étudiante, d'accord, mais si ça marchait, aujourd'hui on serait pas là, quoi. Donc voilà, la réponse elle est simple. C'est vrai que la ville fait des choses. C'était bien sûr hyperbolique ce que j'ai utilisé comme expression aujourd'hui, parce qu'il faut faire bouger les choses. Faut parfois un peu secouer la mairie pour qu'elle puisse se bouger. Oui, il y a des choses qui sont faites, mais elles sont pas suffisantes aujourd'hui. Il faudrait une réforme profonde et de manière nationale au niveau de l'enseignement supérieur, je pense, avec une consultation des étudiants, bien sûr. Parce que voilà, il y a des étudiants qui ont des besoins, il faut les entendre, il faut appliquer des choses qui vont dans leur sens. Quel rôle jouent les associations en ce sens pour venir en aide aux étudiants? Est-ce que vous avez des exemples?
Alors nous en fait on est une association politique. Donc premièrement aussi donc on essaie de faire des propositions politiques au niveau des étudiants, c'est-à-dire que nous on a une grande campagne qui est le salaire étudiant et qui rejoint aussi celle de l'UNEF qui est l'allocation d'autonomie jeune. Donc c'est des choses qui se ressemblent un peu, qui sont pas pareilles dans les détails, mais on essaye aussi de les mettre en relation avec différentes associations qui peuvent les aider, souvent des associations qui exercent un peu aussi la diaspora de certains étudiants. Donc voilà, c'est qui puissent les aider. Donc nous on est plus sur des propositions concrètes et politiques, et derrière aussi on guide les étudiants. Après, je sais que dans mon organisation, certains ont déjà logé des étudiants étrangers qui n'avaient pas de logement à Strasbourg. Nous, en fait, au niveau de l'AS, de l'Association des étudiants sénégalais de Strasbourg, comme à l'image de l'UNEF et de la FAGE, on essaye de proposer des logements temporaires. D'accord, pour permettre à la personne dès son arrivée de se poser déjà à la suite des turbulences de vol et arriver à partir de ce moment on peut lui proposer 2 ou 3 semaines chez quelqu'un. Si alternativement on sait que ça va pas marcher ou ça peut pas continuer, on essaye de faire des efforts pour aller au niveau du CROUS ou pour faire de la pression tout simplement au niveau de nos autorités de tutelle, d'origine, pour permettre en fait à ces gens-là aussi de bouger, parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer qu'ils ne jouent pas généralement, qu'ils ne jouent pas du tout, et qui passent tout leur temps malheureusement à faire de la politique en disant qu'ils logent les étudiants, alors que c'est un grand mensonge. Ça, je peux l'affirmer, quelle que soit l'autorité qui sera devant moi. Et c'est un mensonge d'État, si j'ose dire, parce qu'ils laissent les étudiants venir du Sénégal, du Gabon, du Togo, ainsi de suite, et qui arrivent ici avec des moyens dérisoires, malheureusement, et que c'est nous, étudiants, qui sommes obligés de supporter la charge, alors que c'est eux qui sont les salariés au niveau de nos pays, et qu'ils devraient quand même avoir la conscience de dire je suis payé pour travailler, je dois bosser un tout petit peu pour que ces gens ne se retrouvent pas dans la merde, excusez-moi l'expression. En tout cas, intervention intéressante de nos deux invités. En guise de mot de fin, quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui doit venir s'installer à Strasbourg et qui ne connaît pas la ville? Accroche-toi. Très bon conseil. Du courage, moi, je dirais, parce que c'est là où commence le combat, le parcours de combattant. Et pour un étudiant, si je prends mon exemple, en 2010, quand je suis arrivé, j'étais totalement perdu. Heureusement, j'étais chez l'habitant, et c'est chez l'habitant, en tout cas, où on trouve la meilleure solution de logement en attendant de bien connaître la ville. Donc, privilégiez chez l'habitant, si vous pouvez, et ce sera peut-être bénéfique pour vous. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Merci à vous. Merci d'être venus. Et nous partons tout de suite pour une balade musicale avant de retrouver nos 2 prochaines invités. Mathilde. Attention. Alors... oui, en fait, si je t'avais donné un papier avec le nom de la chanson, c'était parce que j'avais pas de micro. Yankou, donc c'est pas grave, on va écouter un chanteur tchèque, Jaromír Nohavíka. C'est parti. Et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, émission du Conseil des résidents étrangers sur RBS 91.9. Je vous rappelle que nous traitons de la question du logement étudiant, et pour cette seconde partie de notre émission, nous recevons Robin et Josué. Bonjour Robin, bonjour Josué, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Bonjour, donc moi c'est Robin, c'est pas la première fois que j'interviens ici, mais c'est assez marrant parce qu'à chaque fois c'est sous une autre casquette. Donc je suis étudiant en droit et j'ai fini mon master, ça fait déjà 1 an. Donc je travaille actuellement, je suis à la recherche d'emploi. D'accord. Et bonjour, moi je suis Lamotte Josué, je suis en 3e année d'administration économique et sociale à la fac du droit. Je suis conseiller de résident à la Roberceau, ça fait bientôt 3 ans, voilà, et là je suis là pour parler du logement étudiant. Je rappelle simplement, en tout cas je précise, Robin a omis de le préciser, mais il a été un temps étudiant relais, et il pourra aussi au cours de l'émission nous faire partager son expérience dans cette fonction.
Oui, pardon. Donc on évoquait la part du logement public versus logement privé. D'après les chiffres de l'INSEE, seulement 10% des étudiants vivent en résidence universitaire. Et dans ce cas-là, il s'agit essentiellement du Crous. Est-ce que, pour avoir vécu ou vivant encore en résidence, diriez-vous, j'ai eu cette chance ou j'ai eu ce malheur? Autrement dit, comment est organisée la vie en cité et quelle est sa particularité? Moi, je dirais que j'ai eu cette chance de partager cette vie en cité. Là, c'est ma 4e année, voilà, en tant que résident. Pourquoi c'est une chance? Parce que j'aime, voilà, il y a de l'ambiance, voilà. Disons que il y a la convivialité, hein, au-delà de nos malheurs, des problèmes qu'on peut avoir, mais voilà, au final, voilà, au final, disons que c'est bénéfique. Là, on rencontre pas mal de gens avec une multiculturalité qui a. Voilà une des raisons. Une chance pour vous. Et pour vous Alors concernant mon cas, je vais être beaucoup moins exhaustif que mes compères ici. Et mon cas est complètement différent, même si finalement tout est lié, parce que j'habite chez mes parents. Je viens de Strasbourg à la base, mais comme disait mon compère Maxime tout à l'heure, j'habite à Elkirch. Oui. Donc ça inclut forcément des trajets tous les jours, qui sont pas forcément la chose la plus agréable. Et par contre, j'ai beaucoup d'amis qui sont en résidence universitaire, que ce soit des étudiants étrangers pour la plupart, ou d'autres qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un loyer au centre-ville. Et comment, dans ce cas-là, vous êtes devenu étudiant relais? Quel est le rôle d'un étudiant relais? Oui, alors les étudiants relais, c'est un programme en fait qui existe au sein de l'université, plus particulièrement au sein du SUMS, qui est plus ou moins l'hôpital universitaire, s'il fallait résumer. Et donc c'est un programme qui vise à assister les étudiants qui font face à des difficultés, que ce soit d'ordre purement scolaire, administratif, beaucoup administratif. La part administrative est très importante, notamment à travers la question du loyer, ou des problèmes d'intégration d'ordre plus psychologique ou d'intégration dans le monde universitaire, que ce soit pour les premières années ou les étudiants étrangers qui ont aussi pas mal de problèmes par rapport à ça. Et on vous trouve où? En fait, si un étudiant souhaite justement vous rencontrer. Ouais, excusez-moi, j'ai un peu de mal parce qu'en fait j'ai eu ce métier qui m'a beaucoup plu l'année dernière. En fait, c'est un job étudiant, donc pour moi c'était vraiment parfait, c'était super enrichissant. Ouais. Mais je ne suis plus désormais parce que je suis plus. D'accord. Non, mais en général. Mais en général, on nous trouve via des adresses email, des affiches, des tracts. Il y a toute une part de communication aussi. On vient communiquer dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'études. Donc moi, en l'occurrence, j'étais sur la fac de droit et aussi d'autres lieux comme le palais universitaire. Et c'est vrai que c'est un programme aussi qui existe au niveau des cités universitaires. Bon, mon compère pourra en parler aussi, mais il y a beaucoup de problèmes de solitude chez certains étudiants dans ces cités qui se retrouvent seuls dans leur petite chambre et qui ont du mal à, ne serait-ce qu'à aller toquer chez le voisin au début. Et donc ça peut être un moyen de résoudre certains problèmes, ne serait-ce que par l'écoute, répondre à des questions ou se sentir écouté en fait, tout simplement. Donc votre aide était vraiment précieuse, hein? Ouais. Absolument. Donc Josué, toi, tu fais toujours partie du conseil de résidence de la Roberceau. Comment devient-on membre de ce conseil et qui peut en faire partie? En tout cas, globalement, quel est votre rôle au sein de la résidence? Ok. Pour commencer, je dirais que le conseil de résidence, c'est pas une association politique, voilà. Donc du coup, on est plutôt là dans l'animation et aussi parce que au début de l'année, quand vous payez votre caution en plus le premier mois de septembre, vous payez 9 €. Donc du coup, c'est 9 € que vous payez pour l'animation dans la cité. Voilà. Donc là, on est là pour faire des soirées, organiser des sorties et aussi on est un peu aussi le lien entre l'administration et l'étudiant. Voilà. Donc là, l'étudiant, quand il aura des difficultés, il viendra nous voir et nous, on verra comment on fait. Et maintenant, comment faire partie du conseil de résidence? C'est, on va créer un groupe de 12 personnes ou de 10 personnes. Donc, du coup, comme on dit, c'est
c'est un truc, j'ai oublié le thème politique, mais c'est un groupe, et là on va présenter un projet, donc on va faire des campagnes, donc du coup on fait des porte-à-porte, des affiches, et là on va vers les étudiants, et après le CROUS ou l'administration là on habite, ils vont organiser des élections. Et pour faire partie du conseil de résidence, il faut juste être simplement résider. Voilà, être résident. Et le paiement de ces 9 € est obligatoire pour tous les étudiants. Oui, okay. Oui. D'accord. Dans vos fonctions, mais surtout avec vos casquettes respectives, est-ce que vous pouvez nous parler de situations concrètes de difficultés d'accès au logement d'étudiants que vous auriez rencontrés ou... Ouais. Alors il y a beaucoup de questions, comme j'ai dit, liées au logement. C'est même la principale cause de difficulté chez les étudiants qui font appel à nos services, entre guillemets. Maintenant, en fait, un peu comme les professionnels de santé, j'ai une clause de confidentialité. Je ne peux pas parler en détail des cas que j'ai eu à traiter. Mais quand Maxime tout à l'heure parlait d'étudiants SDF, en fait, c'est quelque chose qui peut nous paraître assez lointain. Mais finalement, la situation est beaucoup plus... la frontière est beaucoup plus floue. Et du jour au lendemain, on peut se retrouver de fait dans la rue, tout simplement parce qu'on n'a plus de loyer. Donc c'est des cas comme ça. Et je dois dire aussi, parce qu'on a parlé de ça aussi, les étudiants étrangers sont doublement en difficulté aussi. Donc par rapport à ça, donc beaucoup d'étudiants étrangers par exemple qui arrivent et qui ont des problèmes au niveau du CROUS par rapport à une chambre qui ont été mis sur liste d'attente ou des choses comme ça, une chambre qui n'existe pas et qui se retrouve de fait dans la rue. Donc ça peut aller jusque là, ouais. D'accord. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des moyens d'action de la part du CROUS ou même des universités? Alors je sais qu'au niveau du CROUS, là pour une fois je vais aller plus ou moins dans leur sens. Je sais qu'il y a un système entre guillemets de situation d'urgence où notamment là les étudiants étrangers sont plus ou moins mis en avant sur la liste d'attente, si je peux me permettre, avec quand même certains problèmes qui résident malgré tout. Mais sinon, oui, il y a parfois appel à des foyers à nature plus religieuse parfois ou associatif. Mais c'est une solution qui est vraiment à court terme et en dernier recours. D'accord. Même question pour Josué. Est-ce que vous avez un pouvoir d'intervention au niveau du CROUS ou de l'administration si vous rencontrez ce genre de situation? Ok. Moi, avant de répondre à votre question, je pense que là c'est l'offre et la demande. Donc là, il y a plus de demandes que d'offres. Voilà. Donc du coup, il y a quelque chose que le CROUS aussi ils ont fait cette année, c'est que après 3 ans, vous êtes obligé de quitter la chambre. Bon, il a ses inconvénients, mais l'avantage c'est que un étudiant qui vient d'arriver, voilà, il peut avoir eu une chambre, et celui qui est là depuis 3 ans, il aura plus de marge de manœuvre, pour trouver un autre logement. Bon, ça aussi, c'est relatif, mais d'un côté, oui, c'est vrai. Maintenant, au conseil de résidence, qu'est-ce qu'on peut faire pour un étudiant qui a ce genre de soucis? Donc, on essaie de voir avec l'administration, parce que n'oubliez pas que il y a un nombre de chambres qui sont allouées aux étudiants étrangers. Et là, voilà, selon l'urgence qu'il y a, parce que à la CTU Roberto, on a la chance d'avoir un directeur, qui comprend, bien les choses. Voilà, il essaie de voir comment il peut gérer ça. Et si c'est très urgent, là, ils vont essayer de voir est-ce qu'on peut, libérer 5 à 6 places pour 5 à 6 étudiants. D'accord. Selon vous, quelle serait l'alternative au problème de logement étudiant? En fait, de par vos expériences respectives, je pense que, à titre personnel, je vais parler de mon cas parce que c'est difficile aussi de voir les choses de manière plus globale. Mais c'est vrai que la problématique qui s'est posée pour moi, en fait, j'ai eu le choix et j'ai eu le luxe d'avoir le choix. Je pense que la plupart d'étudiants n'ont pas le choix. J'ai eu le choix, en fait, entre rester chez mes parents, avec tout ce que ça implique, et vivre au centre-ville, ce qui aurait signifié, en fait, de gros sacrifices pour mes parents, ou la nécessité pour moi de me salarier
et donc forcément de mettre entre guillemets ma réussite au niveau des études de côté ou entre parenthèses. Donc aujourd'hui c'est un choix que j'ai eu à faire. Certaines personnes n'ont tout simplement pas le choix parce qu'elles viennent pas d'ici, donc elles peuvent pas habiter chez leurs parents, elles sont obligées de se salarier ou obligées d'aller dans des CTU où on a vu les problèmes sont assez nombreux. Donc je pense que il faut voir selon la situation de chacun, mais encore une fois, comme disaient mes compères tout à l'heure, la solution doit être un réinvestissement au niveau national, au niveau global, dans l'enseignement supérieur et dans le logement étudiant public en particulier. Ok, moi je vais être très court. En 2 phrases, je dirais que c'est revoir le prix des loyers et après essayer de construire plus de logements étudiants. D'accord. Et surtout encadrer, oui, comme vous avez dit, le loyer. En guise de mot de la fin, comme pour nos invités de tout à l'heure, quel conseil vous donneriez à des étudiants ou que suggérez-vous à des étudiants qui rencontrent des difficultés à Strasbourg? Moi je dirais, n'hésitez pas déjà à parler aux gens autour de vous. Il y a des gens qui ont vécu des expériences déjà similaires aux vôtres, qui sont capables de vous aider, ne serait-ce que par le bouche à oreille. N'hésitez pas à rentrer en contact aussi avec les associations, avec les conseils de résidence si vous résidez dans les CTU. Et puis comme a dit Maxime, accrochez-vous quoi. Bon, moi je dirais faut être optimiste et le meilleur il reste à venir. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions et voilà pour sur ce notre émission. Je pense que Mathilde a encore une dernière balade musicale, non? D'accord. Ok, il est temps de nous quitter. En attendant, n'oubliez pas de nous retrouver dimanche prochain. N'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook, et de la liker. Et en attendant, nous vous laissons en compagnie de Afrique Hebdo. Merci. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9.